Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'hypersensibilité, de la suradaptabilité et des traumatismes qui peuvent engendrer justement cette hypersensibilité à son environnement et dans une forme d'hypervigilance c'est vraiment un mode de fonctionnement qui opère depuis l'inconscient. Donc il y a cette hypersensibilité qui va scanner l'environnement, les personnes, pour pallier un éventuel danger. Donc c'est vraiment important de... Je vais partager avec vous deux visions, la vision de l'humain et la vision de l'âme. Donc chaque vision est importante, il n'y a pas une vision qui soit plus importante que l'autre dans cette incarnation-ci. En dehors de cette incarnation, évidemment, ce sera la vision de l'âme qui primera, entre guillemets, puisqu'elle vient expérimenter, on pourrait dire un champ d'expérience. Elle vient choisir les grandes lignes de sa vie, notamment en choisissant la famille biologique dans laquelle elle va s'incarner, biologique ou adoptive, évidemment. Toutes ces grandes lignes-là, parce que la famille, c'est une des grandes lignes que l'âme choisit, dans le sens où cette famille, elle est le terreau dans lequel nous allons grandir et le terreau dans lequel nous allons quelque part construire nos conditionnements inconscients la plupart, enfin conscients et inconscients évidemment, des conditionnements qui vont être des obstacles par moment dans notre vie et des conditionnements qui vont nous faciliter certaines choses. Donc le conditionnement n'est pas un ennemi à abattre, il y a à se délester de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui ne nous appartient pas, mais plutôt de ce qui nous empêche d'être finalement. Et il y a des conditionnements qui, par exemple, un petit exemple pour illustrer, vont nous permettre quelque part de mettre des limites saines dans une situation, dans une relation. Parce que le conditionnement, c'est de ne pas dépasser, de ne pas franchir nos propres limites, par exemple. Et donc là, on va se positionner. Donc il y a des conditionnements qui nous apportent une certaine stabilité, une certaine sécurité, qui nous apportent certaines facilités. Si vous avez grandi dans une famille où on vous dit que vous êtes intelligent et que tout vous est accessible, c'est un conditionnement. Et c'est un conditionnement qui vous facilite grandement quelque part le parcours. Donc les conditionnements de naissance, alors l'âme peut aussi choisir une famille dans laquelle elle va être au niveau de l'humain très entravée, dans laquelle il va y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de conditionnements qui n'appartiennent pas, enfin qui vont quelque part créer des obstacles, mais ce sont ces mêmes obstacles qui vont quelque part générer cette force de vie chez cette personne pour pouvoir s'en sortir, faire des recherches, avancer en soi, parce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas. La personne peut se retrouver dans une sensation de survivre plutôt que de vivre. Il a pu y avoir justement des dérives au niveau de l'écoute des besoins de l'enfant. Il peut y avoir un environnement aussi jugeant, parfois humiliant, parfois injuste, parfois où on vit de nombreux rejets et certains abandons, qu'ils soient réels ou interprétés. Ça ne change pas grand-chose à la blessure que l'on peut porter. De toute façon, du point de vue humain, l'abandon est toujours une interprétation, puisque du point de vue de l'âme, l'abandon n'existe pas. C'est un champ d'expérience qui n'est ni mal ni bien, c'est une expérience, point. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux visions, en fait. Parce que la vision de l'humain peut nous maintenir vraiment dans une forme de victimisation, alors que la vision de l'âme permet de nous extraire de la vision humaine pour bien prendre conscience que ceci n'est qu'une expérience. Ça ne veut pas dire, et surtout pas, n'interprétez surtout pas ça comme ça, qu'il faut faire abstraction de la blessure de l'humain, puisque c'est cette même blessure qui va nous conduire à notre âme, à une communion avec notre âme, une rencontre avec notre âme sans précédent, une relation avec notre âme qui est juste magnifique. Donc voilà, la vision de l'âme n'est pas
quelque part une excuse pour s'extraire de la souffrance humaine. C'est simplement une autre vision qui nous apporte un point de vue, qui nous apporte quelque part la hauteur qui nous permet de nous désidentifier de nos blessures humaines. C'est-à-dire que si je crois être l'abandon, déjà je vais perpétuer l'abandon dans tous les schémas de ma vie, que ce soit au travail, que ce soit même avec l'argent, parce que l'argent m'abandonne, que ce soit avec mes relations, parce que mes relations m'abandonnent, que ce soit avec... ça peut être quelque part un mode de vie, un mode de relation à tous les domaines de notre vie. On peut porter cette blessure et la vie va faire en sorte, et quelque part nos conditionnements vont faire en sorte de nous faire revivre ces blessures pour mieux pacifier, pour mieux guérir. Alors, en général, ça ne se guérit pas en une seule fois. C'est des choses qui se font progressivement. C'est pour ça que si vous avez l'impression d'avoir vraiment transmuté certaines choses, d'avoir travaillé au plus profond de vous, je ne suis pas en train de dire que ça n'est jamais fini, mais je suis en train de dire que ça se fait étape par étape. Parce que parfois, ce qu'on a mis sous le tapis pendant des années dans l'enfance, parce que on a pu penser que nos états d'âme, nos états d'être, nos émotions n'étaient pas suffisamment importantes pour être entendues par l'entourage, puisque l'entourage ne les entendait pas, donc c'est ce que ça renvoie. Mais voilà, il y a quelque part une guérison qui se fait par strates. Si tout sortait en même temps, ce serait terrible en termes d'émotion, en termes d'intensité. Ce serait vraiment terrible. Donc la vie aussi nous préserve et nous présente ce qui est dans notre pouvoir à l'instant T en termes de guérison. Donc voilà, là, j'ai suffisamment pris conscience de choses. Donc la vie va m'apporter quelque part sur un plateau une situation dans laquelle je vais revivre un traumatisme. Et l'invitation, c'est de se dire, tiens, là, c'est une opportunité supplémentaire pour aller guérir cette blessure. Plutôt que de dire, ah non, putain, je pensais avoir déjà bossé dessus. Non, mais c'est pas du tout ça que je voulais. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à dire, waouh, ok, là, on me donne une opportunité de grandir, de guérir de mes blessures. Donc, vraiment, je sais que c'est pas évident sur le moment et que souvent c'est complicado, c'est le mot que je dis, dans le sens où, waouh, c'est compliqué, mais il y a un cadeau derrière. D'accord ? Donc il y a vraiment à se dire, waouh, comment je peux prendre la situation différemment ? Du point de vue de mon âme, ok, mon âme, comment je pourrais prendre cette situation différemment ? Qu'est-ce que je peux comprendre là différemment ? Et notre âme, elle nous permet cette hauteur, justement. Elle nous permet cette hauteur, mais pas pour rester dans cette hauteur. Elle nous permet la hauteur, c'est-à-dire que l'humain, on va procéder par étapes. L'humain est ce qui est présent au plus bas, quelque part, on va dire, de l'échelle. L'âme est plus haut que l'humain et l'esprit est plus haut que l'âme et l'humain. D'accord ? Donc ça fait une forme de trinité. Et donc, quand je vis seulement les traumatismes depuis l'humain, j'ai pas la hauteur suffisante pour m'en extraire et pour me désidentifier, comme on disait tout à l'heure, à ces blessures. Donc je profite de la hauteur de l'âme pour voir que je ne suis pas ces blessures. Je porte ces blessures parce qu'une partie de moi les a interprétées, mais je ne suis pas ces blessures. Si je peux les observer, c'est que fondamentalement, ce n'est pas moi. Donc, cette âme nous permet cette hauteur pour se désidentifier. Le but, ce n'est pas de rester au niveau de la hauteur de l'âme en permanence, c'est de se dire, oui, l'humain souffre, oui, mais depuis l'âme, tout va bien, tout est gentil, tout est... C'est pas du tout ça. Hein. Le but, c'est de vivre depuis l'humain, de voir depuis la hauteur, de se désidentifier depuis l'âme et de revenir en l'humain sans s'identifier à toutes ces souffrances, sans s'identifier à toutes ces blessures et d'œuvrer en soi en ayant la conscience de ne pas être ces blessures et ces souffrances. Donc il y a vraiment, vous savez, on monte l'échelle, on redescend l'échelle, on monte l'échelle, et c'est des allers-retours incessants entre l'âme, parfois l'esprit, qui peut apporter même des guérisons miraculeuses. Toutes les guérisons miraculeuses qu'on voit, c'est depuis l'esprit. L'esprit, on l'a tous. L'âme, on l'a tous. L'humain, on l'a tous. Et en fait, plus on fait d'aller-retour entre l'humain et l'âme, plus l'esprit va nous être accessible.
d'accord ? Parce que plus je fais d'aller-retour entre l'humain et l'âme, et plus je vais guérir l'humain depuis la vision de l'âme, plus, quelque part, mon niveau de conscience m'apporte une connexion à l'esprit. Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être que j'essaierai de le reformuler différemment. Mais voilà, ces allers-retours incessants entre la vision humaine et la vision de l'âme nous apportent justement cette hauteur nécessaire, nous rappellent à quel point l'âme vient vivre des expériences et que je ne suis pas l'expérience elle-même. Je suis ce qui expérimente. Mais je ne suis pas l'expérience. Je ne suis pas la finalité de l'expérience. Je suis l'être en perpétuel mouvement qui expérimente. Je ne suis pas ma souffrance. Je viens expérimenter la souffrance. Je ne suis pas la souffrance. Donc c'est vraiment intéressant, important d'avoir ces deux visions. Ça nous permet de nous rendre compte, de prendre conscience que nous sommes beaucoup plus que l'humain. Nous sommes une âme qui vient vivre des expériences, et au-delà de l'âme, nous sommes l'esprit. Donc, on va dire que l'humain est dans une forte dualité. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir, voilà. L'humain, il peut avoir tendance à juger beaucoup, à être dans une ça c'est bien, ça c'est pas bien. En particulier en fonction de ses conditionnements, s'il y a eu une religion assez stricte ou une éducation assez stricte à la naissance. Quand je dis une religion stricte, je ne suis pas là pour dénigrer les religions. C'est plutôt dans la liberté d'être, en fait. Parce que les religions peuvent être une porte qui nous amène vers notre liberté d'être. Mais quand elles sont vraiment cadrées dans le ça c'est bien, ça c'est mal, et beaucoup de choses sont mal et très peu de choses finalement sont bien, ça nous donne une vision très duelle du monde, d'accord, depuis l'humain. Et du coup, cette vision de l'âme, elle nous permet aussi de sortir de cette dualité. L'âme ne vient pas, l'âme ne voit pas les choses comme étant mal ou comme étant mauvaises ou étant bonnes, en fait. Elle vient juste vivre l'expérience, sans aucun jugement. Mais l'âme, elle vit quand même une dualité, dans le sens où il y a une partie d'elle qui se croit encore séparée de l'esprit. Donc, la grosse dualité, elle est vécue depuis l'humain. L'âme est une entité séparée. Une partie d'elle a conscience qu'elle est le tout. Et l'esprit, en fait, c'est absolument tout. C'est-à-dire que c'est à la fois l'humain, à la fois l'âme, présent en toute chose. Donc là, on est hors dualité. La dualité n'existe pas du point de vue de l'esprit, puisque l'esprit est. C'est tout ce qui est. Il n'existe pas quelque chose qui ne soit pas l'esprit. C'est impossible. Tout ce qui existe est l'esprit. Tout ce qui n'existe pas est l'esprit. Tout ce qui n'est pas encore créé est l'esprit. Tout ce qui est déjà créé est l'esprit. Donc, je ne sais pas si c'est clair à ce niveau-là. Mais voilà, on est dans une non-dualité totale. On est dans le fait de parler de non-dualité, on reste encore dans une énergie de dualité. Donc, je ne pourrais même pas vous dire... vous savez, c'est ce silence, quand vous êtes dans la contemplation, c'est ce silence où tout est, où tout interagit, où tout... il n'y a aucune séparation entre un objet ou un autre, il n'y a aucune séparation entre une personne et une autre. Tout est point. Est avec un E majuscule. Voilà. Et donc, c'est intéressant, on va revenir un petit peu du point de vue de l'humain, qui a quelque part enregistré dans son subconscient que l'environnement pouvait être un danger en fonction du vécu dans l'enfance. Enfin, moi, par exemple, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est vraiment... Je sais que j'ai une très grande hypersensibilité aujourd'hui et que, du coup, ça m'aide aussi beaucoup à accompagner les personnes que j'accompagne parce que je ressens ce qu'elles ressentent, parce que, voilà,
Je vais parler aussi d'une autre vision encore, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai grandi dans un environnement, par exemple, où les besoins des parents, en tout cas les besoins émotionnels des parents, primaient sur ceux des enfants. À l'époque, on n'avait pas cette conscience d'entendre l'enfant dans ses besoins parce que nos parents, enfin beaucoup de nos parents et des générations d'avant, n'avaient pas cette conscience d'entendre et de répondre aux besoins de l'enfant, et de l'accompagner par la suite à répondre à ses propres besoins, parce que être parent, c'est aussi une manière d'apporter l'autonomie, d'apporter l'autonomie à ses enfants. Et donc, quand on vit dans une famille un peu dysfonctionnelle à ce niveau-là, ça crée des comportements où l'hypersensibilité nous place dans une hypervigilance de l'environnement et des personnes qui nous entourent. Donc, on peut vivre, par exemple, des crises d'angoisse, mais alors qu'il n'y a aucun danger apparent, mais le subconscient, lui, va avoir enregistré une situation similaire qui va rappeler un autre truc, et c'est l'angoisse qui va sortir parce que danger de mort. Non, mais pas du tout, en fait. Donc, c'est vraiment une invitation aussi à aller se rassurer, à devenir le parent qui rassure l'enfant en nous, en se disant, mais là, vraiment, je t'assure que tout va bien. Tu peux, en fait, quand on devient rassurant et aimant avec cette part de nous qui souffre, cet enfant, on permet de nouvelles connexions neuronales. C'est-à-dire que la prochaine fois, si on est vraiment dans le fait de se rassurer, de s'aimer, de s'envelopper de douceur et d'amour et de se dire vraiment rien ne va se passer, tu es en sécurité, nous sommes en sécurité. À ce niveau-là, il y a de nouvelles connexions neuronales qui se jouent et dans une situation similaire à l'avenir, vous n'aurez plus de crise d'angoisse. C'est intéressant parce que les crises d'angoisse, elles ne viennent pas pour rien. Elles viennent faire écho à une racine implantée dans notre subconscient qui vient nous dire, tiens, là, il y a danger parce que tu te rappelles, quand tu avais 4 ans, il s'est passé ça, ta. Et en fait, c'est que des raccourcis. Et donc, ça crée une crise d'angoisse alors que ça n'a pas lieu d'être. Tout ça ne sont que des raccourcis. Des interprétations erronées de la réalité, parce que c'est la réalité de l'enfance qui est encore en place, finalement. Donc voilà, ça nous demande d'aller... plutôt que de dire « Oh putain, je pars en crise d'angoisse », devenez quelque part la personne qui observe cette crise d'angoisse. Parce que la crise d'angoisse, elle vient de l'enfant qui est dans une grande insécurité. Donc plus vous allez mettre de distance, je ne vous dis pas de ne pas l'entendre, cette crise d'angoisse, parce que c'est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas l'entendre. Mais vraiment de vous observer. Essayez de vous observer à ce moment-là. Essayez d'observer que c'est l'enfant en souffrance. Et à partir du moment où vous pouvez vous observer, vous pouvez être le parent pour cet enfant qui souffre en vous. Vous êtes à la fois l'enfant et à la fois le parent. Et plus vous allez être dans cette dynamique d'aller vous rassurer, d'aller en profondeur, parce que y a cette part en vous qui peut rassurer cet enfant, c'est indéniable, plus vous allez pacifier justement ces blessures. Ça nous demande aussi d'aller voir dans le subconscient ce qui se joue encore, ce qui vient provoquer ces blessures-là, et de poser simplement votre question, voilà, quelle est la racine justement de cette angoisse, qu'est-ce qui répète inlassablement les mêmes angoisses, les mêmes situations, quelle est la racine qui est à l'œuvre dans la manifestation de cette blessure, dans le fait de la rejouer en permanence. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que cette sensibilité, oui, c'est une hypervigilance, c'est un environnement dysfonctionnel qui l'a créé, mais notre âme a voulu expérimenter la vie depuis cette hypersensibilité. Encore une fois, il y a une autre... ce n'est pas « oh, mon hypersensibilité, je la subis » parce que, oui, moi, de temps en temps, il m'arrive de la subir. Honnêtement, parfois, je ressens tellement mon environnement que c'est... Juste, il faut que je me retrouve moi et moi-même pour me recharger, quoi. Mais voilà, le tout, c'est d'avancer. Le tout, c'est d'être en process. Et puis, par moments, on n'a pas envie d'avancer, et c'est OK aussi. Il n'y a pas à se... Il n'y a pas à se forcer. C'est quand le bon moment est là, on le sent. Il y a juste à y aller, à se laisser porter aussi. Parce que finalement, tout est accessible là où nous sommes, depuis là où nous sommes. Les situations, elles ne reviennent pas dans notre vie à ce moment-là par hasard. C'est parce que nous sommes aptes à avancer et à dépasser ça. Et même si ce n'est pas à dépasser entièrement, petit pas par petit pas, c'est très bien aussi. C'est vraiment très bien aussi. Donc voilà. Oui, donc c'est là aussi que j'aime vraiment
L'astrologie, elle vient donner aussi beaucoup de réponses à ce niveau-là, parce que moi, par exemple, dans mon thème, j'ai une lune en cancer. La lune en cancer, elle est en domicile. Et du coup, cette lune en cancer, elle montre bien aussi ce que mon âme a décidé d'expérimenter. Alors oui, il y a eu une forme de souffrance, parce que voilà, mon enfance, elle n'a pas été toute rose d'un point de vue humain. Mais quelque part, combien ça m'a donné envie, moi, de grandir, combien ça m'a donné envie de rechercher, combien ça m'a donné envie d'avancer et combien ça m'a donné envie d'accompagner les autres aussi. Donc voilà, c'est comme des vocations qui naissent depuis nos blessures. On a envie d'accompagner, on a envie d'aider l'autre à prendre conscience de ses blessures et à prendre conscience. Et c'est pas parce qu'on aide l'autre que nous, on est totalement guéris. Moi, c'est pas du tout ça. Je ne dirais pas que je suis totalement guérie. Je dirais que je suis tout le temps en process, en fait. Et que j'essaie d'accueillir au maximum les moments où les choses se réveillent et se révèlent. Parce que je sais que quand elles arrivent, je peux transmuter quelque chose, je peux prendre conscience de quelque chose, je peux aller encore plus loin. Et c'est beau parce que plus loin on va, et plus on a accès à une légèreté d'être, une liberté d'être. C'est-à-dire qu'on descend au tréfonds. Au tréfonds, c'est dans notre subconscient, là où on n'a pas conscience des choses, là où tout nous paraît être un danger quelque part. L'inconscient, c'est l'inconnu. Et en fait, plus on arrive haut, on va imaginer ça comme, vous savez, comme une chose très très duelle. C'est-à-dire qu'en bas c'est noir, en haut c'est blanc. C'est juste pour mettre mettre la lumière sur ce qu'on vit, sur les process qu'on vit. Donc là, on va emprunter la dualité. Mais c'est vraiment que plus j'accède à quelque chose de haut et de lumineux, plus je suis apte à descendre là où c'est de plus en plus obscur. Donc parfois, on peut avoir l'impression, et en fait, c'est que des allers-retours incessants comme ça. Je vais chercher ma lumière suffisante pour aller éclairer mes ténèbres au plus bas. Et en fait, c'est que des allers-retours comme ça. Et au fur et à mesure, déjà les allers-retours sont de plus en plus courts. C'est-à-dire qu'on a l'énergie, on a la conscience que ça ne va pas durer, même si des fois ça peut durer un peu plus longtemps, mais on a la conscience que ça ne va pas durer. Et du coup, la remontée est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'au début, les phases, elles peuvent être très longues, où on reste vraiment dans les ténèbres pendant, je sais pas, moi, des fois une semaine. Moi, il m'est arrivé, il y a des années, pendant 1 semaine, 2 semaines, de rester 3 semaines, voilà. Et puis, plus ça va, plus on a l'impulsion pour remonter. C'est comme si on avait le sol nous était accessible. Vous savez, c'est comme dans l'eau, il faut toucher le fond pour donner l'impulsion, remonter à la surface. C'est vraiment ça que la sensation, le process, c'est ça. Si je devais mettre des mots dessus, c'est-à-dire que plus on va en bas, plus on est proche du fond pour remonter, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. J'essaie de prendre des exemples pour rendre un peu plus concret ces initiations. Et donc, voilà. Plus on a cette conscience, plus on va haut dans cette lumière, plus on descendra bas dans cette obscurité, parce qu'on a tout pour aller... on a la lumière suffisante pour aller éclairer le plus obscur en soi. Vous voyez, c'est vraiment que des jeux de lumière, finalement. Voilà. Et l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient nous mettre la lumière sur tout ça, sur nos conditionnements, sur ce qu'on vient expérimenter, sur des grandes lignes, sur les conditionnements qui vont nous entraver, ceux qui vont nous élever, sachant que quand ça nous entrave, on s'élève aussi derrière. Donc finalement, rien ne nous entrave, mais il y en a qui vont apparaître comme étant bloquants au début, mais finalement, ils vont être un tremplin pour aller encore plus haut, encore plus loin. Donc voilà, ça nous met en lumière justement tous ces potentiels aussi qui dorment en nous, et à la fois cette possibilité de grandir et de connecter à d'autres espaces en soi qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus longs, des espaces lents aussi parce que le temps n'existe pas, mais du point de vue de l'âme en tout cas, si on devait comparer une vie humaine, c'est une journée pour l'âme. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout la même notion du temps, et depuis l'esprit, on peut dire que depuis l'âme,
il y a cette légère notion de temps, puisqu'elle vient vivre une incarnation, sachant qu'on vit toutes nos incarnations en même temps. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais voilà, il y a une forme de multidimensionnalité que nous vivons en permanence, mais on a un focus sur la vie que nous sommes en train de vivre. Mais notre âme est multidimensionnelle. C'est pour ça que dans cette vie-là, nous pouvons accéder à d'autres vies. C'est pour ça que dans cette vie-là, nous pouvons accéder à d'autres espaces-temps de cette même vie-là, parce que tout est multidimensionnel et que depuis l'âme, tous les espaces-temps sont accessibles. Et depuis l'esprit, rien de tout ça existe puisque tout est. Tout de tout ça existe et rien de tout ça n'existe à la fois. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire ? Voilà, ce que je dis, c'est ce qui me vient en tout cas, c'est que cette hypervigilance, cette hypersensibilité n'est pas qu'une conséquence désagréable d'une enfance, on va dire, qui n'est pas rassurante, où on n'a pas forcément été traité de la plus belle manière qui soit en tant qu'humain. Mais quelque part, notre âme a voulu expérimenter ça. Notre vie sous cette sensibilité, en fait, c'est un cadeau, cette sensibilité, puisqu'elle nous permet de ressentir les choses avec une telle intensité qui parfois... Une intensité qui est parfois destructrice, hein, mais à la fois une intensité qui est parfois extatique, qui nous permet de rentrer dans une forme de grâce, d'extase, de béatitude. Donc voilà, il y a toujours des avantages quand on veut bien les trouver. Même si c'est compliqué parfois, même s'il y a des moments d'hypersensibilité, plus. Voilà, mais le tout c'est de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins, de se dire waouh, je sens que je vais pas très bien, de quoi j'ai besoin là, de quoi vraiment j'ai besoin, qu'est-ce que je peux m'apporter. Je parle pas de quelque chose de matériel nécessairement, mais ça pourrait passer par là, ça pourrait passer par le corps. Ouais, je sens que je suis pas bien, je suis pas ok, alors pourquoi est-ce que j'irais pas, je sais pas moi, prendre un bain, aller me baigner, pourquoi est-ce que je me ferais pas un massage moi-même, ou est-ce que j'irais pas aller me masser en fait pour vraiment reconnecter à ce corps qui parfois a souffert. Moi je pense que le corps, j'ai vécu avec mes frères et sœurs, je pense des choses assez, en tant qu'enfant, des choses assez, on va dire, humiliantes. Et je crois que le corps est la partie de moi qui a le plus souffert, en tout cas, de par mon corps. Je crois que c'est cette part-là qui a le plus souffert. Et à la fois, je sens que quand je suis pas bien, c'est cette part-là, en fait, qui demande le plus d'attention. Donc c'est vraiment... quand on a vécu soit des humiliations, des rejets, je pense que il y a vraiment... voilà. Moi, dans mon enfance, je ne me suis pas du tout sentie soutenue quelque part. Je ne me suis pas du tout sentie valorisée, ni physiquement, ni intellectuellement, ni à aucun autre niveau. Et au sein même de ma famille, en fait, pour moi, tout était un peu considéré comme un danger, en fait. Je ne trouvais pas d'endroit. Je vous en parle parce que certainement, ça peut faire écho. Je ne trouvais pas d'endroit sécure au sein de ma famille, ni de pièces vraiment, parce que même dans la chambre, on rentre sans frapper. Enfin, il n'y a pas eu quelque part, cette sécurité ou cet espace dans lequel on peut se sentir bien. Par exemple, pour vous dire un exemple, même dans la salle de bain, on n'avait pas le droit de fermer à clé. Donc l'intimité, zéro, quoi. Ni dans la chambre, ni dans la salle de bain, parce que, je savais pas que t'étais là, je suis rentrée. Enfin, voilà. Ouais, c'était parce que mon père avait une peur bleue qu'on se casse la gueule dans la salle de bain. Il disait non, mais alors je sais pas d'où ça lui venait, s'il y a eu quelqu'un qui s'est cassé la gueule dans sa famille ou quoi avant. Mais non, s'il se passe un truc, comment on fait? Enfin, voilà. Il y a une peur bleue de ça. Du coup, au niveau de la salle de bain, on ne pouvait pas fermer à clé. Au niveau des toilettes, c'est venu très tard de pouvoir fermer à clé. Donc en fait, quand on n'a pas cette sensation de pouvoir être en sécurité, au moins à un endroit où on a son intimité, c'est très compliqué derrière parce qu'on a la sensation que toutes les relations peuvent être dangereuses, que tous les endroits où il y a du monde peuvent être dangereux. Donc c'est vraiment...
à prendre conscience de... c'est une interprétation erronée, en fait, c'est toujours l'interprétation de l'enfant. Hein. Ce n'est en aucun cas ce qui peut se produire pour l'adulte. Maintenant, vous allez, si je vais quelque part dans une salle de bain, je ferme ma clé forcément, donc je ne crains rien. Enfin voilà, c'est de se dire voilà dans quel détail aussi elles se cachent là ces blessures, dans quel détail se cachent ces traumatismes, comment ils sont réveillés, révélés. C'est vraiment hyper intéressant. À la fois, je trouve que c'est passionnant parce que ça touche à notre mode de fonctionnement et vraiment on peut aller loin là-dedans. Donc voilà, je vous donne des exemples de ma vie parce que je sais combien les générations d'avant n'ont pas eu cette conscience d'entendre les besoins de l'enfant et à quel point ça peut créer des ravages en fait. Hein, parce que quand on arrive là, la génération de la trentaine, de la quarantaine d'aujourd'hui a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, parce qu'il y a des comportements qu'elle ne tolère plus. Et à juste titre, hein, parce qu'une génération qui vient après la génération en place apporte quelque chose de nouveau, toujours. Et c'est pour ça qu'elle ne tolère plus certaines choses que tolérait la génération d'avant. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, certains disent que oui, la génération de maintenant avec les réseaux sociaux court à sa perte, mais je suis persuadée que l'âme aussi sait ce qu'elle fait. Là, on parle de la personnalité humaine, mais l'âme nous fait vivre des expériences qui, quelque part, vont révéler autre chose. Donc, le comportement humain peut être un peu déviant parfois, mais l'âme a son plan et elle sait ce qu'elle fait. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. J'espère que ça vous aura apporté. Je vous remercie infiniment pour vos mots, pour voilà, votre soutien, quel qu'il soit, pour tout ce que vous faites et pour qui vous êtes. Et si vous avez envie de nous rejoindre sur Patreon, donc c'est une plateforme où j'ai créé le cercle de conscience, où on peut aller plus en profondeur ensemble au niveau de certains sujets, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec un immense plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.